notre prochain invité, un épisode sombre de l'histoire de notre région. Pascal Longo, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Alors, vous êtes avocat. Vous venez de porter plainte pour crime contre l'humanité. Vous avez déposé cette plainte 76 ans après les faits. On est en 1943. Alors, c'est vrai qu'on connaît en France le tristement célèbre Veldiv et la rafle du Veldiv. Et vous dites, malheureusement, même ici dans la région, on ignore cette rafle de janvier 1943, la rafle du Vieux-Port de Marseille. Là, 20 000 personnes au départ sont concernées. Expliquez-nous ce qui se passe en janvier, fin du mois de janvier 1943 à Marseille. Alors, les Allemands sont à Marseille depuis novembre 1942. Ils occupent la zone parce que les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ouais. Ils prennent possession de Marseille. Et des attentats anti-militaires allemands ont lieu au début de janvier 1943. Et alors que Marseille a cette mauvaise réputation de la ville canaille, de la ville qui pourrait résister, les Allemands, en concertation avec l'administration française, décident, au cours d'une réunion qui va avoir lieu le 13 janvier 1943 sur la Corniche, auquel vont participer les plus hauts dignitaires allemands et René Bousquet, le secrétaire général de Vichy, ils décident ensemble d'évacuer l'ensemble du quartier nord du Vieux-Port, c'est-à-dire tout le quartier qui existait autour de la mairie, qui était un quartier qui est le berceau historique marseillais. C'est là où les premiers arrivants à Marseille, il y a 25 siècles, sont arrivés. Et à cette époque-là, c'était le quartier des derniers immigrés. Et les derniers immigrés, c'était en particulier les immigrés italiens, napolitains en grande majorité, tout à fait. Au début du siècle, en gros, plus de 80% des immigrés étaient des Italiens. Et la grande majorité, c'était des Napolitains qui venaient des pêcheurs, qui venaient d'Italie. Alors, et donc, les derniers arrivés, ils sont là, dans ce quartier-là. Ça se passe les 22 et 23 janvier. Alors, en deux temps, on prend, dans un premier temps, je le disais, 20 000 personnes qu'on réquisitionne. Qu'est-ce qu'on en fait de ces 20 000 personnes? On les emmène, je crois, à Fréjus. C'est ça. Un matin, arrivent des haut-parleurs, des voitures et des haut-parleurs qui disent « Évacuez vos maisons, prenez des vivres pour 2 jours et rassemblez-vous dans les places du quartier ». Et ce sont les policiers français qui organisent tout cela, qui se rendent dans les maisons, qui font descendre tout le monde. Ouais. Vous imaginez la cohue. Un matin, c'était un dimanche. On se réunit en bas, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'il arrive. Et on vous envoie, après contrôle d'identité, donc ces 20 000 personnes qui vivaient dans le quartier sont évacuées. On fait des contrôles d'identité et 12 000 de ces personnes vont être envoyées à Fréjus avec des trains de marchandises. Donc vous imaginez les trains bondés, remplis de personnes, de vieillards, d'enfants qui ne savent pas où ils vont. Là, on est donc à Fréjus et on va faire encore, j'allais dire, un tri, pour parler trivialement. 12 000 personnes qui sont dans ce camp et il y en a sur ces 12 000, 800 qui partiront en Allemagne, en camp de concentration. Un criblage est fait, c'est le terme utilisé. On vise les étrangers, les résistants, les personnes qui peuvent nuire. Et donc 800 de toute origine, toute confession vont être envoyés dans les camps de la mort, et en particulier dans un camp près de Berlin. Donc ces 800 personnes, malheureusement, évidemment, peu reviendront de ces camps-là. Voilà, et parce que l'histoire n'est pas terminée, parce que si ça s'arrêtait là, j'allais dire, mais il y a un énorme scandale derrière, c'est que les 11 200 qui rentrent, eh bien, quand ils vont arriver, on va leur dire « Prenez vos affaires dans les maisons ». Vous avez quelques heures pour prendre toutes vos affaires. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La cohue est indescriptible. Les gens reviennent, ils retrouvent leur maison. Pour beaucoup, leur maison est déjà pillée. Il n'y a plus rien dans la maison. Tout a été mis sans dessus-dessous. Tout ce qui avait de la valeur était déjà parti. Les gens se battent ou louent à prix d'or des charrettes pour pouvoir emporter ce qu'ils peuvent, avec leurs mains, avec ce qu'ils peuvent. Et ils s'en vont, destination inconnue, puisqu'on leur dit « vous partez et vous ne reviendrez plus ». Et les Allemands, en concertation encore une fois avec les Français, vont un à un faire tomber les immeubles à l'explosif. Et on le voit sur les images derrière vous, 1500 immeubles sur 14 hectares vont être détruits. 1500 maisons et petits immeubles du quartier du Vieux-Port à Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ça? On profite finalement de ce moment perturbé pour faire déjà de la spéculation immobilière. C'est quoi l'idée? Pourquoi on détruit autant de maisons sous prétexte qu'on a fait sortir de ces maisons 12 000 personnes? Alors figurez-vous qu'avec nos recherches, avec un historien qui s'appelle Michel Ficetola, avec qui on a travaillé sur cette plainte, on a remonté l'histoire et l'histoire est désormais connue.
les Français avaient organisé en 1941 un plan d'urbanisme qui avait été confié à un architecte de la ville, qui avait déjà pour plan un plan d'urbanisme du quartier. La rénovation, la destruction du quartier était déjà prévue avant que les Allemands n'arrivent. Et ce sont les Allemands qui vont le mettre à exécution en réalité. Et donc, on va trouver des intérêts conjoints entre Français et Allemands pour détruire ce quartier et le faire tomber. Enlever toutes les personnes qu'on dit indésirables, parce qu'il faut voir le vocabulaire qu'on utilisait à l'époque, criminels de race étrangère, il faut épouser Marseille. Et vous êtes d'autant plus touché que votre grand-père a fait partie de ces personnes qui ont été touchées par ce... Exactement, vous avez raison. Si ce recours me tient à cœur, il tient au corps de beaucoup de Marseillais, de beaucoup de gens qui connaissent cette histoire, la mienne en particulier. Donc justement, pourquoi porter plainte au bout de 76 ans? C'est quoi l'idée? Est-ce que c'est retrouver peut-être des biens qui ont été spoliés? Est-ce que c'est plutôt le souvenir que vous avez envie d'entretenir, parce qu'on ne connaît pas forcément cette histoire, même en étant ici encore une fois. Les enfants de Marseille ne connaissent pas cette histoire, ils ne l'apprennent pas sur les bancs de l'école. Les touristes qui viennent ne connaissent pas l'histoire, les Marseillais eux-mêmes ne la connaissent pas. Donc le but, le premier, le plus évident, c'est en reparler, c'est s'en souvenir. Parce que ce souvenir de cette histoire, quand on parle des indésirables, aujourd'hui, on imagine la connotation, c'est se rappeler d'hier pour lire aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des indésirables, on dit on veut se débarrasser des indésirables, on évoque éventuellement le quartier de Noailles. On sent cette tendance actuelle. Il faut se rappeler de cette histoire, parce que ça nous parle. Voilà. Et donc, en gros, l'idée, c'est de la médiatiser et de conserver cette Exactement. Si un procès peut avoir lieu un jour, évidemment, ça permettra d'en reparler. Évidemment, ça permettra de chercher les responsabilités. Mais de dire aux victimes d'aujourd'hui, il y a eu crime contre l'humanité. C'est extrêmement important pour la mémoire, pour que les gens... Même s'il y a très peu de rescapés, on est d'accord. Hein. C'est ça, aujourd'hui ce sont des vieillards, des personnes d'un âge respectable, mais qui ont gardé beaucoup de pudeur de leur histoire. On en parlait dans le cercle familial très restreint. Et vous êtes là pour défendre leurs intérêts, en espérant retrouver des coupables, là encore, vivants, pour qu'on puisse avoir un procès équitable. Exactement. Merci beaucoup, Maître Pascal Luango, de nous avoir rappelé cette histoire. Vous vous souveniez de cette rafle Moi, je la connaissais. Marseille, je connaissais. Vous aussi. Mais c'est vrai que pour beaucoup, ça reste, puisque vous faites le tour des écoles en ce moment pour en parler. Et surtout chez les jeunes, ça ne parle pas forcément. Merci en tout cas, Pascal Luango, pour ce travail de mémoire collective. Allez,